Merci beaucoup. Donc ce jour, jeudi 6 avril 2023, le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football s'est réuni à partir de 9 heures dans les locaux de son nouveau siège en vue d'examiner un ordre du jour en 10 points, un ordre du jour riche parce que simplement depuis 2022, particulièrement le 22 décembre 2022, nous n'avions pas pu tenir de réunion formelle et présentielle du COMEX. Nous avons pu tenir une réunion du comité d'urgence, mais le comité n'avait pas pu être réuni, simplement parce que l'agenda sportif de nos différentes équipes nationales et l'agenda international du football sénégalais était tellement dense que nous n'avons pas pu les tenir. Après la Coupe du Monde, nous avons eu le CHAN et après le CHAN, nous avons eu la CAN U20, sans compter les barrages de la Coupe du Monde féminine pour l'équipe féminine, ainsi que les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 et surtout les éliminatoires de la CAN U20 Maroc 2023. Donc un programme dense qui ne nous a pas permis donc de nous réunir, mais à chaque fois qu'il a fallu prendre des décisions, nous avons pu les prendre en attendant donc la ratification par le comité exécutif. À l'ordre du jour d'aujourd'hui, différents points d'information ont été abordés. Ça a touché notamment au compte rendu de la visite donc, de la délégation de la FIFA il y a quelques jours. Donc une délégation dirigée par la secrétaire générale Madame Fatma Samoura. Donc et quand même une visite riche en enseignements qui a permis de procéder à des visites de sites liées donc à l'activité de la fédération, mais aussi des rencontres avec le comité exécutif, avec les donc stakeholders, les personnes parties prenantes du football féminin au Sénégal, mais aussi avec les échanges sur certains projets importants en cours. Notamment, vous le savez, nous avons lancé avec la secrétaire générale de la FIFA les travaux du stade Demba Diop de Dakar, mais aussi nous avons ébauché quelques échanges par rapport aux perspectives du nouveau programme de la FIFA 3.0 qui doit être mis en œuvre incessamment. Il y a eu aussi donc des informations fournies par rapport à des activités de partenariat dans le cadre du programme de l'UEFA appelé programme FIFA Assist. Et il faut savoir que donc l'UEFA accompagne beaucoup de fédérations. Nous n'avions jamais pu signer un accord dans ce sens-là. Et là, cette fois-ci, nous avons convenu avec eux d'organiser un séminaire UEFA Assist qui consistera à faire des échanges d'expérience, mais aussi de renforcement de capacité entre les membres du comité exécutif, certains acteurs du football, notamment le football féminin, et les experts désignés par l'UEFA. Cela procède donc d'une volonté de renforcement de nos capacités. Aujourd'hui, le football sénégalais a fait des avancées notables, comme tout le monde l'a constaté. Il est important aussi qu'il y ait une mise à niveau, aussi bien au plan de l'exécutif qu'au plan administratif. Et donc, c'est ça qui nous permettra donc d'acquérir plus de connaissances. C'est une première expérience, mais d'autres suivront. Et à l'occasion de cette réunion aussi, il a été retenu aussi d'explorer d'autres pistes de partenariat avec d'autres partenaires, confédérations internationales, FIFA, mais aussi même d'autres fédérations. Il y a quelques partenariats qui existent aujourd'hui et qui donc marchent bien, comme avec nos frères du Maroc, mais aussi avec d'autres pays. D'ailleurs, on vient de conclure un accord de partenariat avec notre fédération sœur de Mauritanie qui souhaite lancer le beach soccer. Et à ce niveau-là, c'est nous qui leur apportons notre expérience. C'est un pays voisin. Et nous sommes heureux de voir qu'ils ont décidé de lancer le beach soccer et qu'ils veulent se reposer sur l'expertise et l'expérience sénégalaise. Actuellement, une délégation est sur place avec des arbitres, avec d'autres administratifs comme le manager
général du beach soccer Chita, mais aussi, bien entendu, il est question que la Fédération mauritanienne invite l'équipe de beach soccer pour faire des démonstrations et des matchs d'exhibition à Nouakchott, en tout cas en Mauritanie. On a aussi évoqué, dans le cadre du lancement futur, dans un futur proche bien entendu, du futsal au Sénégal, des fonds de 70 000 dollars que le CIO, donc le comité olympique suisse plutôt, donc qui dépend aussi du CIO, a voulu doter la fédération de football pour pouvoir lancer le futsal. Et comme la fédération était déjà dans ce projet, nous avons décidé de travailler à mixer ces deux projets, puisque le comité olympique suisse le fait dans le cadre de la préparation des Jeux olympiques de la jeunesse 2026, et que ça tombe bien, nous on va en profiter aussi. Il y avait des préparatifs qui étaient en cours depuis quelques mois, voire quelques années. Nous allons mixer les deux pour pouvoir lancer donc, le beach soccer au Sénégal. Ça consistera à organiser des compétitions, organiser des équipes de futsal, mais aussi doter des premières infrastructures de futsal de l'histoire du football sénégalais. Donc ça va permettre de boucler la boucle de tous les types de football pratiqués au niveau de la FIFA. Il n'y avait que le futsal qui était en reste et nous avons décidé résolument de nous lancer. Le deuxième point de l'ordre du jour concernait les points 2 et 3 concernaient donc l'adoption de des PV de la réunion du comité exécutif du 22 décembre 2022 et aussi la ratification du PV numéro 1 du comité d'urgence du 10 février 2023 sur la libération des subventions aux acteurs du football. Les deux procès-verbaux ont été adoptés à l'unanimité, étant entendu que quelques amendements ont été proposés en ce qui concerne le PV de la réunion du CE du 22 décembre 2022. Au-delà de cela, nous avons procédé aussi à l'adoption, plutôt à l'homologation de terrains de football dans la région de Dakar. Vous savez que ces derniers temps, soit à l'initiative de l'État, soit à l'initiative des membres de l'État comme les collectivités territoriales, soit même à l'initiative de privés ou de clubs, certains terrains ont été réfectionnés à Dakar avec la dotation de pelouses synthétiques de qualité et même aussi de tribunes, où certains sont en cours de finition. Il était important, non seulement pour aider ces entités-là qui ont tenu à doter le football sénégalais d'infrastructures, mais aussi pour renforcer la capacité d'organisation de la fédération, mais de ses démembrements comme les ligues, notamment la Ligue de Dakar, mais aussi la LSFP et la LFA. Il était important donc d'homologuer ces terrains-là. Et donc nous avons pu, après discussion, décider d'homologuer les terrains, mais à des différents niveaux, parce que certains terrains ont été homologués pour accueillir des compétitions de niveau régional ou amateur ou de football féminin ou de football jeune, d'autres qui sont plus en adéquation avec les standards des compétitions de haut niveau, donc compétitions professionnelles, ont été donc homologués pour les compétitions du football professionnel. Et à côté de cela, il a été décidé, justement dans le cadre du renforcement de la politique des licences de club au niveau national, il a décidé de donner mandat à la commission juridique en rapport avec le département juridique de la fédération de travailler à la conception d'un règlement national des stades du Sénégal. Ce règlement-là définira quelles sont les conditions nécessaires à remplir par n'importe quel stade de notre pays pour pouvoir être éligible à accueillir des compétitions des différents niveaux, étant entendu que ce cahier de charge-là sera adapté à notre contexte avec une hiérarchisation des exigences selon le niveau de compétition en jeu. Et donc ça, nous avons donné un délai très réduit parce qu'il est important aujourd'hui, si nous voulons être compétitifs ici d'abord et que nous puissions tenir des compétitions attractives, mais aussi compétitifs pour nos clubs au niveau africain, parce que la CAF
et la FIFA sont en train de mettre un certain nombre de normes. Nous devons commencer nous-mêmes par nous les appliquer au niveau de nos championnats locaux pour pouvoir demain rivaliser avec ce qui se fait de mieux au niveau africain, étant entendu que, on le sait, la Super Ligue africaine des clubs va être bientôt lancée. Pour que un ou des clubs du Sénégal puissent à court, moyen ou long terme être éligibles, il faudra qu'on se dote d'infrastructures de qualité. Et donc ça, c'était important donc, de le faire et nous l'avons décidé. Le point suivant concernait les compétitions nationales. Le secrétaire général de la fédération a fait un point sur l'évolution de toutes les compétitions en cours au titre de la saison 2022-2023. Et le comité exécutif a apprécié le rythme satisfaisant de ces compétitions-là, puisque nous avons vraiment vu que de la base au sommet, tout le monde joue, les championnats se tiennent régulièrement et que les décisions qui pourraient être à l'origine de quelques retards, c'est-à-dire celles des commissions juridictionnelles, sont prises en charge et instruction a été donnée au secrétaire général d'attirer l'attention de ces commissions-là sur la nécessité de rendre rapidement les verdicts sur tous les dossiers en instance afin d'éviter les litiges de fin de saison qui peuvent perturber la bonne fin des différents championnats. Et ça, je pense que ce sera fait le plus rapidement possible également. Nous avons aussi évoqué la Coupe du Sénégal. C'est avec le championnat de Ligue 1, les compétitions phares, et je pense même que la Coupe nationale est la compétition totem de la Fédération sénégalaise de football, dotée du trophée du chef de l'État. Et il a toujours été question ces dernières années de la valoriser, de la rendre plus attractive. Et on sait que aussi depuis quelques années, la dotation en finale a été renforcée. Beaucoup de moyens sont mis par le chef de l'État, mais aussi par la fédération pour que les finalistes puissent recevoir beaucoup de récompenses. Mais nous devons travailler à valoriser donc, cette compétition encore davantage. Et c'est ainsi qu'il a été décidé, à côté du parrain qui est le président de la République, de créer un club pour la Coupe du Sénégal, un club des 100, puisqu'on a retenu d'avoir 100 personnes qui vont soutenir en tant que mécène la Coupe du Sénégal. On va essayer de les sensibiliser pour qu'ils puissent adhérer à ce projet. Cela permettra d'avoir une dotation financière assez importante pour aider l'ensemble des participants, parce qu'on sait que très souvent, il y a une désaffection de cette compétition à cause des charges. Cette compétition commence en milieu de saison et souvent les clubs ont tendance à déclarer forfait, et à ce qui déprécie un peu cette compétition. Et à côté de cela, il faut le savoir, la fédération a décidé pour cette échéance de motiver l'ensemble des participants à partir des 32e de finale. Les 64 équipes qui participeront recevront un appui de la fédération à hauteur de 300 000 francs pour les équipes qui ont participé aux préliminaires. Ce sont les équipes de niveau régional, de niveau de national 1 et 2 qui ont participé. Donc, elles ont déjà eu à exposer des dépenses. La fédération leur donnera une subvention de participation de 300 000 francs au 32e de finale. De la même manière, les équipes qui étaient exemptées, c'est-à-dire du niveau supérieur, qui vont démarrer les compétitions à partir du 32e, recevront chacune 150 000 francs. C'est une contribution symbolique, étant entendu que ce qu'on nous pensons, c'est que ces montants seront reconductibles, ces appuis seront reconductibles au fur et à mesure que la compétition va avancer. Et je pense que c'est une innovation particulière, mais qui vise justement à motiver davantage les clubs, tous les clubs du Sénégal, parce que notre volonté, c'est qu'à terme, à partir de l'année prochaine, que toutes les équipes puissent participer à cette compétition importante qu'est la Coupe du Sénégal, notre compétition phare, mais aussi qu'il n'y ait plus de raisons ou de prétextes justifiant que certaines équipes ne participent pas, puisque
avec ces moyens qu'on va donner, les gens pourront supporter partiellement leur transport ou d'autres charges. Et donc, je pense que c'est une innovation importante de la fédération qui permettra d'aider, en plus des dotations qui sont données pour les finalistes en règle générale. Donc, nous avons aussi décidé demain de faire le tirage au sort. Donc, ce sera diffusé en direct sur nos différentes plateformes de communication. Mais nous avons aussi l'intention à chaque tour d'élever le niveau pour faire beaucoup de promotions événementielles autour de ces tirages-là pour que les Sénégalais soient informés à chaque étape de la Coupe du Sénégal et surtout qu'ils viennent au stade pour vivre des moments importants. Étant entendu que, bien entendu, nous travaillerons à trouver une télévision partenaire qui pourra assurer la diffusion d'un ou deux matchs à chaque tour afin que le Sénégalais, où qu'il soit, puisse vivre pleinement cette compétition qui est la Coupe du Sénégal, donc dotée du trophée du chef de l'État. Donc, grosso modo, c'est ces innovations qui vont être introduites. Mais bien entendu aussi, il fallait valider le règlement particulier de la Coupe du Sénégal. Et ceci a été fait. À ce niveau-là aussi, j'observe que nous avons, justement pour des soucis d'intérêt, mais aussi pour gérer les problèmes auxquels nous sommes confrontés, de lenteur dans les contentieux, il a été décidé que dans ce règlement, les délais de recours en cas de contentieux sont réduits et les délais de traitement de ces recours aussi le seront pour qu'on puisse avoir une fluidité et une tenue à fréquence régulière des différents tours de compétition. Il a été aussi décidé à ce niveau-là, en dehors des mesures concernant les règlements, de faire en sorte que désormais, en tout cas jusqu'aux demi-finales, il n'y ait plus de prolongation. Parce que très souvent, les prolongations avec les problèmes d'éclairage posent beaucoup de soucis, et surtout quand nous devons diffuser en direct, et pour le respect du calendrier de cette Coupe du Sénégal-là. Donc, chaque fois que les matchs arriveront au terme des 90 minutes et qu'il n'y ait pas de vainqueur et du temps additionnel, il sera procédé directement au tir au but. C'est une innovation. Je pense aussi que très souvent les gens déplorent les tirs au but, mais ça ajoute au suspense et ça ajoute à l'intérêt. Et quelque part aussi, ça permet aux équipes David de pouvoir battre les équipes Goliath, parce que je pense que c'est important aussi. C'est ça le charme de la Coupe du Sénégal. Chaque équipe, quel que soit son niveau et son origine, doit avoir des chances de pouvoir passer des tours, ou pourquoi pas, comme on le voit dans beaucoup de pays, aller en finale, comme l'année dernière d'ailleurs, où c'est une équipe de nationale qui était arrivée en finale contre le Casa Sport. Je veux nommer Étoile Lusitana. Donc voilà les innovations qui sont nombreuses, mais qui, nous l'espérons, nous permettront de booster un peu cette compétition et de encore appuyer dans ce domaine-là qui veut que la fédération, les ligues affiliées travaillent à valoriser l'ensemble de nos compétitions, l'ensemble de nos championnats. Et je vais en profiter pour dire que d'ailleurs, dans le cadre d'un partenariat avec FIFA+, bientôt, nos matchs de football féminin, les matchs de football jeune auront une visibilité sur des plateformes de diffusion au niveau mondial, parce que nous avons convenu de finaliser ce partenariat avec FIFA+, et il était important aussi de vous en tenir informé. Et ce sera quelque chose qui va ouvrir plus largement encore au monde, donc nos compétitions. Et peut-être aussi ça permettra de faire connaître à l'ensemble des observateurs du monde entier les secrets qui ont permis au football sénégalais de faire les résultats intéressants qui ont été faits ces derniers temps. Nous avons évoqué, bien entendu, les questions d'arbitrage. Comme vous le savez, ces derniers temps, il y a eu un match de Ligue 1, notamment le match de Dakar Sacré-Cœur qui recevait contre GFC qui ne s'est pas joué. À notre grande surprise, parce que nous-mêmes, au niveau de la fédération, en tant qu'instance de décision, le comité exécutif, moi-même président, on n'a pas été informé. Nous avons tout d'un coup appris que de manière intempestive et à mon avis non concertée, des arbitres qui avaient déjà été désignés ont été retirés pour qu'ils n'arbitrent pas, en réaction
à des accusations formulées par, en tout cas, le président de la CCA contre des supporters de GFC qui auraient, en tout cas, qui s'en seraient pris à des arbitres. À ce niveau-là, le comité exécutif a voulu donner une position assez tranchée sur cette question. Il réitère d'abord son engagement à protéger tous les acteurs de football du Sénégal, qui qu'ils soient, et particulièrement les arbitres qui sont quand même un maillon indispensable à la bonne marche du football. Mais surtout dans ces périodes vers lesquelles nous allons, c'est des périodes de fin de saison où l'enjeu des fois pousse les acteurs à des réactions imprévisibles. On le sait, le domaine de l'arbitrage est un domaine très difficile. Des fois, effectivement, il peut y avoir des erreurs, mais des fois aussi, il peut y avoir des incompréhensions du règlement qui peuvent pousser des gens à réagir. Et donc, je pense qu'il était important qu'on rappelle cela et qu'on invite l'ensemble des composants du football sénégalais à aider les arbitres à faire leur mission. Le sport, le football, c'est ça aussi. Un jour, on gagne, un jour, on perd. Mais la fédération aussi, et en tout cas le comité, a décidé à mettre en exergue le fait que nous sommes dans une organisation qui a ses règles de fonctionnement et que ce qui s'est passé quand même la dernière fois, c'est-à-dire une commission de la fédération, subordonnée à la fédération, puisse décider sans informer qui que ce soit de ne pas jouer un match, je pense que ce n'est pas acceptable. Même quand il y a des problèmes, on doit les régler dans la concertation d'abord, mais aussi dans le cadre des canaux qui sont définis par nos statuts et règlements. Parce que je pense qu'il ne faudrait plus, c'est des temps qui pour nous, nous pensions qu'ils étaient révolus, où on pouvait se réveiller, et surtout dans le contexte où on est, où le football sénégalais marche et qu'on décide d'annuler un match en ayant fait exposer à des clubs des frais pour dire qu'on ne joue pas. Et d'ailleurs, dans ces cas-là, c'est dommage parce que si on devait appliquer les textes, ce seront les arbitres qui seraient sanctionnés parce qu'on leur a dit de ne pas officier, mais on n'a pas notifié, en tout cas, une décision de rétractation de leur désignation, alors que la fédération et tous les démembrements avaient reçu la notification de la désignation des arbitres. Je pense que ça ne devait pas se faire. On peut comprendre qu'il y ait des problèmes, mais et qu'il y ait peut-être des incidents qui doivent être pris en compte, mais c'est dans le cadre régulier de nos textes, comme je l'ai dit, les statuts et règlements. Et à ce niveau-là, nous avons pensé qu'il faudra organiser rapidement une réunion entre les différentes composantes du football que sont bien entendu le comité exécutif à travers le président de la fédération, la LSFP, donc la Ligue de football professionnel à travers son président, mais aussi la LFA à travers son président, avec la CCA, avec la DNA et ensuite, bien entendu, avec le secrétaire général pour qu'on puisse aborder toutes ces questions, élaguer toutes les sources de problèmes, définir des règles conventionnelles qui permettent d'aller de l'avant, mais aussi rappeler les règles qui nous régissent, parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous soumis aux mêmes règles et on ne pourra pas tolérer au niveau du comité exécutif que des composants du football ou bien des représentants de certaines commissions puissent seuls prendre des mesures qui peuvent créer l'instabilité ou créer des conflits au sein du football. C'est l'occasion encore pour nous, au nom du comité exécutif, de lancer un appel vibrant à l'ensemble des composantes du football. Aujourd'hui, nous avons pu obtenir ces résultats-là parce que les gens ont essayé de travailler en harmonie, on essaie d'oublier les divergences pour aller à l'essentiel autour de ce concept Manko Wuti Ndamli. Et les faits nous ont donné raison, donc il n'y a pas de raison qu'on déroge. Il y aura certainement d'autres contradictions, d'autres contestations, mais réglons-les dans le cadre des instances et des règles qui nous régissent. Et dans le même ordre d'idée, nous avons évoqué quelques actes qui ont été posés ici et là par des membres du football. Je veux nommer des dirigeants de clubs amateurs qui ont créé une instance parallèle à la Ligue amateur pour parler en leur nom et tenir des propos vis-à-vis de la fédération ou de la LFA
ou de la LFC. En tout cas, nous pensons qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit pour l'arbitrage, le football sénégalais est arrivé à un niveau de maturité où on ne peut plus se permettre de laisser prospérer des initiatives ou en tout cas des entités parallèles aux entités qui sont celles qui sont prévues par nos statuts et nos règlements. Et de la même manière que certains membres du football qui font des sorties inconsidérées, qui font des attaques contre la fédération, posent des actes qui sont en violation de nos statuts. Et nous avons décidé quand même de leur adresser des correspondances pour juste leur rappeler aux principes qui nous régissent et aux principes cardinaux qui veulent qu'on respecte aussi bien nos statuts que les institutions qui les incarnent, de sorte qu'on évite inutilement d'avoir à gérer des conflits ou des actions inutiles, étant entendu que le siège des prérogatives du comité exécutif, à savoir l'article 15 de nos statuts, font que quand un membre pose des actes qui sont contraires à nos statuts, le comité exécutif peut prendre des décisions contre ces membres-là, mais nous ne voulons pas en arriver là. Je pense que nous voulons préserver le cadre pacifique, paisible et unitaire qui aujourd'hui, jusqu'à présent, depuis quand même 2 ans, nous a permis d'obtenir ces résultats-là. Et nous appelons tout le monde à la raison. On n'interdit à personne de protester ou même de contester certaines décisions, soit des instances régulières, soit même des commissions compétentes, mais que ça se fasse dans le respect des individus, de leur intégrité morale, mais aussi que surtout ça se fasse dans le respect de nos textes. Donc je pense que ça aussi, c'était important que le comité exécutif y réponde. Nous ne voulons pas, en tout cas, autant que faire se peut, être dans des positions où c'est à travers la presse ou dans la rue qu'on va répondre à certains arguments. On a un cadre défini qui est la réunion du comité exécutif. Ces points, on les aborde, on prend des décisions qui seront suivies des faits parce que nous les appliquerons. Mais au jour d'aujourd'hui, notre première décision, c'est d'appeler tout le monde à la compréhension, à ce qu'on continue à travailler la main dans la main pour pouvoir continuer à aller de l'avant. Les acquis que nous avons sont encore trop récents pour qu'on pense que c'est des acquis définitifs. Si nous voulons que le Sénégal continue à gagner, je pense qu'il faudra qu'on se saigne les reins, qu'on essaie de travailler la main dans la main pour arriver à des résultats donc probants. Pour ce qui concerne toujours l'arbitrage, pour terminer, parce que nous avons eu dire à travers le dossier Guédiawaye, DSC, le match de Guédiawaye, et les remous qu'il y a eu, que des arbitres auraient soutenu, en tout cas les arbitres auraient soutenu que en fait il y a des problèmes d'honoraires. Nous avons au COMEX vérifié auprès de notre administration. Au jour d'aujourd'hui, je peux dire, lever la tête et dire que la fédération ne doit pas d'honoraires aux arbitres. Vous le savez, la grande révolution du football sénégalais à travers l'arbitrage, c'est quand nous avons décidé non plus de verser les fonds représentant les honoraires d'arbitre à la CCA ou à un autre organe, mais de payer directement ces montants-là aux arbitres. Depuis lors, un dispositif a été mis en place avec une société partenaire qui fait je dirais des paiements, qui utilise des systèmes de paiement rapides. Et donc tous les 3 ou 4 matchs, c'est la CCA elle-même qui établit avec la DNA les états financiers sur la base des feuilles de match, qui transmet à la direction financière, qui vire l'argent dans le compte de cette société de téléphonie. Et c'est cette société de téléphonie qui a les contacts téléphoniques de l'ensemble des arbitres, où qu'ils soient à Kédougou, qu'ils soient dans le nord à Matam, ils reçoivent directement dans leur compte dédié, le compte téléphonique, les fonds représentant leurs prestations. Donc, et on n'a pas dérogé. Et même la semaine dernière, on a fait aussi d'autres règlements à hauteur de 21 millions. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tout se passe bien. Nous n'avons pas de problème. Et aujourd'hui, je suis à l'aise pour dire que les problèmes, en tout cas d'honoraires,
dans le football sénégalais sont derrière nous et que ça ne peut pas être la raison pour laquelle des gens voudraient décider de ne pas officier. Je pense aussi que par le passé, on avait eu quelques problèmes entre l'arbitrage sénégalais et la fédération, alors qu'ils sont membres à part entière de cette fédération-là. Et il faudrait que nous tous ensemble, qu'on évite cela. Et nous avons décidé quand même, parce que le président de la CCA n'était pas là, de convier à une réunion pour qu'on puisse discuter de tout ça, reposer les règles de fonctionnement et aussi voir les points d'amélioration qui peuvent être faits et pour qu'on puisse avancer. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, nous pourrons finaliser quand même l'ossature de la commission d'arbitrage, puisque depuis quelques années, le principe a toujours été qu'une partie est proposée par le bureau de la CCA, une autre est proposée par le COMEX, des membres, pour ce qui concerne la composition de cette CCA. Voilà donc ce qui a été traité au niveau de l'arbitrage et aussi des points concernant quelques cas de violation de nos textes statutaires. Pour ce qui concerne les compétitions internationales aussi, nous avons décidé quand même sur le point concernant les évaluations plus précisément, nous avons salué donc, les excellentes performances de nos équipes locales et U20, après celle du beach soccer et de l'équipe A. Performance qui confirme la bonne santé générale du football sénégalais, nonobstant la non-qualification de l'équipe U23 à la CAN de la catégorie. Pour les aspects techniques et autres, compte tenu du contexte de Ramadan et de la durée de la réunion, mais aussi compte tenu du nombre de rapports qu'il fallait traiter, c'est-à-dire nous en avions à peu près 5 ou 6, ne serait-ce que pour les techniciens, parce que, comme on s'y dit, c'est la rançon de la gloire. Nous étions qualifiés à beaucoup de compétitions et la réception des rapports ne nous a pas permis de les traiter pour pouvoir prendre des décisions. Et il a été décidé de déférer l'exploitation en termes d'évaluation de ces rapports à la prochaine réunion du COMEX dans peut-être 3 semaines à 4 semaines. Donc, sur ce point-là, c'est ce qu'il faut dire. Nous avons aussi évoqué la révision des commissions. Nous avons pensé que depuis plusieurs années, les mêmes commissions sont là et que notamment, je parle des commissions, bien entendu, indépendantes, les commissions juridictionnelles, mais aussi les commissions permanentes. Et lors de la prochaine réunion, nous travaillerons à voir comment faire réviser la composition de ces commissions avec des réaménagements de part et d'autre pour pouvoir avoir une certaine amovibilité qui permettra de redynamiser ces commissions tout en travaillant aussi à préserver l'expérience acquise dans ce domaine par les membres qui ont toujours composé ces commissions, autant que faire se peut. L'autre point qui a été abordé aussi touche à la préparation du tournoi final de la CAN U17 Algérie 2023, qui se tiendra incessamment à partir, si mes souvenirs sont bons, du 29 avril, donc jusqu'au 19 mai. Et aujourd'hui, l'équipe est déjà en pleine préparation, il faut le savoir, mais nous sommes en train de débaucher en fait, le document de préparation finale avec la possibilité de jouer un match amical ici à Dakar, mais aussi la possibilité d'aller après en Tunisie pour une préparation sur place où nous jouerons aussi d'autres matchs amicaux. Le point nodal aussi qu'il faut retenir, c'est qu'avec les IRM, il y a eu quelques soucis et il a fallu chaque fois recomposer l'équipe. Et ça, peut-être certainement, n'aura pas d'incidence, on l'espère, sur la préparation, puisque nous avions un vivier suffisamment large pour pouvoir remplacer les joueurs partis. Et aussi, nous continuerons à veiller à cela. J'en ai profité aussi pour informer le comité exécutif que la CAF a décidé que désormais, pour la CAN U17, les joueurs qui sont déclarés non éligibles n'entraîneront l'élimination automatique d'une équipe que si ces joueurs ont atteint le nombre de 4 joueurs ou plus.
Auparavant, il suffisait qu'une équipe ait un seul joueur pour qu'elle soit disqualifiée. Désormais, il faudra 4 ou plusieurs joueurs en plus pour que donc, cette décision s'applique. Mais si une équipe a moins de 4 joueurs, c'est-à-dire entre 1 et 3, qui sont inéligibles, ces joueurs seront écartés, ils ne participeront pas à la compétition, mais ils ne seront pas remplacés. Et donc ça, c'est bon aussi de le prendre en compte dans la démarche. Mais ce qui importe surtout, c'est comme on l'a fait pour les autres équipes, nous mettrons tous les moyens possibles pour que cette équipe soit compétitive. C'est l'avenir de notre football qui est en jeu. Et cette catégorie est une catégorie importante parce qu'intermédiaire vers les catégories supérieures. Et tout ce que nous ferons, c'est nous battre pour au moins essayer d'arriver à sortir des phases de groupe. Une fois qu'on est sorti des phases de groupe, l'objectif ce sera de se battre pour être parmi les demi-finalistes et nous qualifier en Coupe du Monde de la catégorie, parce que c'est important que ces équipes survivent pour pouvoir continuer à progresser. C'est en cela aussi que ça a été quelque part une tristesse pour nous tous quand on a vu cette équipe U23, cette belle équipe U23 être éliminée par le Mali au dernier tour de la qualification de la CAN. Je dois dire aussi que cette IRM que nous avons faite, parce que c'est notre procédé à chaque campagne U17, c'est sur notre initiative personnelle que nous faisons plusieurs IRM pour nos joueurs. Certains joueurs avaient eu à faire les IRM, avaient été éligibles, malheureusement avec le report de la CAN, mais aussi avec certains éléments qui entrent en ligne sur le plan médical. Aujourd'hui, ils ont atteint un niveau de maturité osseuse qui fait qu'ils ne pourront pas être utilisés, mais immédiatement après, comme je l'ai dit, on avait une réserve, on les a changés. Ça nous prémunit, une fois que nous avons quitté le Sénégal, de tomber dans des cas, une fois que la CAF devra faire sa propre procédure d'IRM, parce que quand les équipes arriveront, les équipes seront appelées à arriver 5 jours avant au niveau de l'Algérie, au niveau du pays organisateur, pour qu'on puisse faire les IRM. Et donc, nous pensons que des précautions ont été prises pour que tous nos joueurs puissent être éligibles. Donc, pour ce qui concerne toujours les préparations, nous avons parlé de la préparation de la Coupe du Monde de beach soccer qui se tiendra au mois de novembre à Dubaï. Et à ce niveau-là, une fiche de préparation et un cours d'établissement à l'occasion d'une réunion entre l'ADTN et la commission chargée du football spécifique, donc du beach soccer. Nous avons évoqué la possibilité dans le cadre de leur préparation, parce que je pense que l'équipe nationale de beach soccer n'a plus rien à prouver ici au niveau africain. Et nous voulons lui donner les moyens d'aller au-delà de ce qu'ils ont fait en Russie il y a 2 ans, c'est-à-dire en 2019. C'est-à-dire, c'est arrivé en 2021, autant pour moi, c'est arrivé à dépasser le stade des demi-finales et pourquoi pas jouer une finale historique où nous tenterons de gagner le premier trophée mondial de beach soccer pour l'Afrique. Et pour ça, là aussi, comme nous l'avons fait depuis quelques temps et depuis quelques années, tous les moyens seront mis en place et nous avons évoqué même la possibilité d'organiser un premier tournoi international de beach soccer qui sera un tournoi de préparation où nous inviterons les équipes africaines comme l'Égypte qui est qualifiée comme nous, mais pourquoi pas le Maroc, mais aussi pourquoi pas prospecter en Europe ou en Asie pour inviter des pays. Et on a retenu que si ce tournoi devait se tenir, ce sera un tournoi de Dakar, mais qui se tiendra à Saly. Et je pense que ce sera une bonne chose pour que cette équipe-là puisse se préparer avant d'aller jouer peut-être d'autres matchs amicaux encore à l'étranger et qu'en novembre, nous puissions aller à la Coupe du Monde tranquillement. Nous avons évoqué aussi la Coupe du Monde U20 qui se déroulera du 20 mai au 11 juin. Nous ne connaissons pas encore le pays organisateur parce que la FIFA n'a pas encore confirmé suite à la décision d'écarter l'Indonésie, le pays qui va accueillir cette organisation. Mais nous n'attendons pas. On a commencé la préparation.
À partir de la semaine prochaine, le coach Malik Daf va reprendre son travail avec la base locale qui est là pour les premières sélections, parce que là aussi, je pense qu'il y a un challenge à relever. Faire mieux que lors de la dernière participation, que vous avez vu nous arrêter en quart de finale d'ailleurs. Et pourquoi pas mieux qu'en 2015, quand notre équipe s'était hissée en demi-finale en Nouvelle-Zélande. Donc je pense qu'aujourd'hui, tout est au beau fixe. Donc l'équipe, la base de l'équipe est là et le coach va pouvoir travailler dans d'excellentes conditions avec la DTN pour pouvoir faire en sorte que tout soit réuni, toutes les conditions soient réunies pour une bonne performance de nos U20 après la belle prestation qu'ils nous ont faite en Cannes avec beaucoup de buts, 14, aucun encaissé et des stats extraordinaires, presque historiques. Donc tout ça mérite qu'on se penche sur eux et qu'on les accompagne. Peut-être que ça peut nous valoir d'autres satisfactions à un niveau plus élevé, c'est-à-dire le niveau mondial. Donc globalement, c'est ce qui a été abordé au titre des compétitions internationales. Toujours dans le volet lié à ces compétitions internationales, mais aussi lié à notre politique de formation chez les jeunes. Le comité exécutif a validé le lancement effectif de l'Académie fédérale donc, qui est destinée à accueillir à Toubab Dialaw et Guéréo des jeunes pensionnaires qui vont être en permanence dans cette académie, qui seront formés pour pouvoir alimenter nos équipes U20. Et la première génération est en train d'être sélectionnée au niveau de Toubab Dialaw actuellement, parce que à la suite des phases finales organisées par la CONEF, la Coordination nationale des écoles de football à Diourbel récemment, il a été retenu donc de faire cette présélection donc à l'issue de laquelle la première génération de cette académie sera mise en place. On fera de même aussi avec les filles, puisqu'il y aura une académie féminine qui sera certainement basée, elle, plutôt à Guéréo. Et puisque c'est une des résolutions qui ont été arrêtées lors de l'échange avec la FIFA, la Fédération sénégalaise de football, elle est partie prenante du football féminin au Sénégal. Et tout ça va contribuer à renforcer la base de formation de nos joueurs, mais aussi leur base éducationnelle, parce qu'il ne faut pas l'oublier. À cet âge-là, il est important que tous les acteurs de football soient bien formés, soient bien éduqués. Et c'est ça qui est l'objectif final. Mais aussi, ça nous permettra, avec ces nombreux joueurs qui sortiront des compétitions des écoles de football, et pourquoi pas des autres groupements associés comme les Navetan, comme l'UASU, en tout cas, quand tout sera relancé, de pouvoir alimenter les académies de la fédération, mais aussi les académies des clubs, avec des jeunes pousses pétris de qualité qui seront dans le moule que nous avons dégagé de ce qui fait aujourd'hui la force de notre football, c'est-à-dire le footballeur sénégalais, made in Sénégal, si on peut l'appeler ainsi. Donc, à ce niveau-là aussi, des instructions ont été données au DTN d'avancer rapidement sur ce projet-là, mais aussi des instructions ont été données à la commission juridique de travailler sur le texte définissant le cadre de fonctionnement et d'organisation de ces académies, de cette académie, parce que nous avons même retenu que si une fois qu'ils seront mises en place et opérationnelles, elles pourront aussi compétir dans les différentes compétitions nationales pour leur permettre de progresser et aussi de pouvoir évoluer dans un contexte de compétition. Le point suivant qui a été évoqué concernait donc le déménagement du siège de la FSF. Comme vous le voyez, cette réunion du COMEX s'est tenue ici, donc dans les nouveaux locaux devant faire office de siège à la fédération, puisque nous allons déménager. Et c'était pour marquer le coup. L'exécutif a voulu montrer la voie à l'administration et aux autres démembrements. Et donc, la semaine prochaine, l'administration va suivre pour le déménagement.
Et une fois qu'ils auront déménagé, tous les équipements sont disponibles ici sur place parce qu'ils ne déplaceront aucun mobilier ou matériel. Ils viendront sur place ici, ils trouveront tout sur place. À l'opposé, ce qui a été décidé, c'est que dans l'ancien siège, certains démembrements de la fédération vont être logés. La DTN aura un palier en entier qu'elle occupera pour pouvoir mener à bien son travail et travailler en permanence. Les entraîneurs nationaux, les membres de la DTN auront chacun leur bureau et aussi leur salle de réunion. Au niveau intermédiaire, nous aurons la Ligue professionnelle qui va déménager parce qu'ils occupent des locaux dont la location est supportée par la fédération et ils viendront dans des locaux plus spacieux qui leur permettront quand même de pouvoir travailler dans des meilleures conditions. Et enfin, la Ligue de Dakar, dont le siège aujourd'hui est déménagé du fait des travaux du stade Demba Diop qui ont démarré, va occuper le palier, le niveau de rez-de-chaussée, parce que là-bas aussi, ils pourront être dans de meilleures conditions de travail et la fédération les accompagnera dans l'organisation de ce travail-là. Et je pense que c'est une avancée significative en attendant le grand projet concernant les infrastructures, c'est-à-dire le projet d'érection d'un siège moderne de dernière génération sur 5 à 6 niveaux, qui sera la maison du football, comme on l'a dit, puisque aujourd'hui nous travaillons à cela et que ça devrait être logé soit au point E dans l'immeuble qui appartient au football sénégalais, donc à travers la Ligue de Dakar, soit dans un autre endroit. Donc, mais aujourd'hui, ce projet-là nous tient à cœur et nous voulons le réaliser dans les meilleurs délais. Donc, sur ce qui concerne le siège de la fédération, c'est ce qu'il fallait retenir. L'autre point, donc le point 8 de l'ordre du jour, concernait le suivi des travaux de la FSF. Nous avons fait un point sur les travaux de construction des ligues et c'était pour donner des instructions aux responsables des projets de l'administration fédérale, mais aussi au président de la commission des infrastructures, d'accélérer le processus parce que 3 ligues avaient été choisies. Pour l'une d'elles, les travaux ont été réceptionnés. Pour l'autre, pour des raisons administratives, on a eu des retards. Celle pour laquelle c'est fini, c'est donc Kaffrine. Pour Kaolack, il y avait quelques soucis administratifs qui avaient retardé, mais qui sont réglés. Donc, on devrait pouvoir démarrer incessamment. Et donc, Fatick, qui a pratiquement fini, mais qui a eu quelques soucis à terminer les projets, parce qu'il y avait des travaux supplémentaires à faire. Et le comité exécutif a acté et validé le fait que le budget de la fédération pourra supporter ces travaux complémentaires. Et toujours sur ce point-là, il a été décidé, pour aller plus vite dans la célérité et dans le choix des entreprises, que la commission compétente au niveau de la fédération et de l'administration puisse travailler en collaboration avec les ligues régionales pour le choix des entrepreneurs dans les localités où les travaux sont réalisés, pour des soucis évidents non seulement d'économie, mais de célérité. Et donc ça aussi, je pense que c'est une bonne décision qui nous permettra d'aller plus vite. L'autre point concernant toujours les infrastructures, c'est Demba Diop. Le démarrage des travaux, le lancement a été fait, comme je l'ai dit, à l'occasion du séjour de la délégation de la FIFA il y a 10 jours. Et les travaux avaient d'ailleurs démarré effectivement. Les travaux de dépose et de démolition avaient démarré depuis quelques semaines et ils se sont intensifiés ces derniers jours. Donc je pense qu'un rythme soutenu sera maintenu et nous pensons qu'il n'y aura pas de souci à ce niveau-là pour respecter les délais qui veulent que dans un an, on ait un stade, la première phase sera terminée, qu'on ait un stade où nous pourrons jouer en attendant de terminer la deuxième phase. Étant entendu qu'il faut le rappeler, il y a 2 appels d'offres à reprendre, ça concerne la pelouse et le mobilier, mais cela n'impactera pas, nous l'espérons, puisque il a été décidé par la RMP que ça pourra se faire en consultation, en procédure d'urgence.
Donc, nous n'avons pas d'inquiétude là-dessus, il faut respecter les délais. Et l'autre point aussi dont on a débattu et sur lequel nous pensons que l'aide des autorités nous permettra d'aller vite, c'est de la libération des emprises autour du stade pour qu'on puisse quand même faire les travaux nécessaires. Et pour ça aussi, bien entendu, nous allons envoyer les lettres aux occupants, mais aussi aller discuter avec eux pour pouvoir faire en sorte, parce que je pense que c'est un projet de portée nationale qui interpelle tout le monde. Et aujourd'hui, il est difficile, par exemple, de voir certaines activités côtoyer un stade que nous voulons être un stade de niveau international comme le stade d'Embo Diop. Donc, nous avons aussi fait le point des travaux en cours au niveau des différents centres techniques. Jules-François Bocandé et donc Youssouf Ndiaye à Guéréo et Toubab Dialaw. Et nous avons apprécié les changements positifs qui ont été faits avec le dallage, avec aussi des travaux qui vont bientôt démarrer avec la construction d'un espace dédié donc, à une salle de musculation et de fitness pour nos pensionnaires, mais aussi un deuxième terrain synthétique à Toubab Dialaw, un autre terrain synthétique à Guéréo. Tout ça permettra, je pense, de faire en sorte que nous ayons quand même des centres très opérationnels. Nous avons repris aussi le projet d'hôtel fédéral sur l'assiette foncière qui était disponible. Et là aussi, nous allons le relancer pour un financement, soit dans le cadre du programme 3.0, soit sur financement propre. Parce qu'il est urgent. Aujourd'hui, au moment où je parle, il y a 3 à 4 équipes qui sont en regroupement entre Toubab Dialaw et Guéréo. Il est important qu'on puisse aujourd'hui avoir une capacité d'hébergement accrue. Ça nous ferait des économies d'échelle parce que nous ne serons pas obligés d'aller louer des hôtels très chers, mais surtout ça va faciliter le travail des encadreurs qui auront à leur disposition tout près les joueurs pour la préparation. Donc le point suivant concernait la préparation de l'Assemblée générale annuelle, donc 2022, pour l'exercice 2022. Et une date a été retenue, compte tenu des différentes contraintes que nous avons actuellement en termes de calendrier d'activité, que ce soit à l'international comme au niveau national. Nous avons décidé de retenir un délai de 2 mois pour préparer cet AG. Et donc l'AG, une date a été proposée, c'est le 17 juin 2023. Et nous avons décidé aussi que, avant cela, toutes les ligues auront tenu leur AG et déposé leur rapport, en tout cas leur compte rendu d'AG, avant le 15 mai 2023. Donc, je pense qu'il est important, comme nous avons l'habitude de le faire, tout le temps, de pouvoir parler de tenir ces assemblées générales, rendre compte, soumettre les rapports d'activité et financiers, et surtout dégager des perspectives à venir, parce que le Sénégal aujourd'hui est dans une dynamique qu'il faut maintenir, mais nous ne pouvons le faire qu'avec l'accompagnement de l'ensemble des composantes du football. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut être fier de dire que au plan sportif, tout se passe bien. Au plan financier aussi, nous avons engrangé assez de moyens pour pouvoir mener à bien notre politique, mais de manière rationnelle. Il faut qu'on puisse continuer à rationaliser nos moyens. Nous ne serons pas là pour, comme je dis, dilapider cet argent, mais pour l'utiliser à bon escient, pour que l'argent du football puisse permettre de développer encore davantage le football. Et ça, je pense que les présentations que nous ferons à l'occasion de cette Assemblée générale permettront de convaincre tout le monde que l'argent du football est bien géré et surtout dépensé de manière rationnelle, parce que nous savons que les moyens que nous avons ne sont pas inépuisables, mais en les gérant bien, nous pouvons tenir sur la durée en ce qui concerne la politique de développement du football. Le dernier point concernait la révision des textes de la fédération. Je veux parler des statuts et des règlements de la Fédération sénégalaise de football. Le processus est en cours depuis plusieurs mois et aujourd'hui nous avons validé les TDR, c'est-à-dire les termes de référence du séminaire que nous entendons organiser pour la révision des textes. Ce séminaire permettra d'harmoniser
au sein du comité exécutif sur les axes de changement à impulser au niveau de nos différents textes. D'abord, le texte, je dirais, fondamental que constituent les statuts, mais aussi les autres textes à amender et à mettre à jour pour quand même nous mettre au diapason de la nouvelle dimension que le football sénégalais a prise, mais aussi pour nous inspirer de ce que fait, en tout cas des orientations données par la FIFA, mais aussi les autorités sénégalaises, non seulement pour être une fédération plus moderne, mais aussi plus transparente et qui répondent aux normes de bonne gouvernance comme il est préconisé en la matière. Et donc, après ce séminaire des 6 et 7 mai 2023, donc dans un hôtel à définir de la place, nous rédigerons l'agenda, c'est-à-dire le calendrier qui définit la procédure devant nous mener aux différentes étapes de validation jusqu'à l'Assemblée générale. J'ai parlé de la FIFA, j'ai parlé de l'État du Sénégal, il faudra penser aussi à la CAF, mais aussi, à un moment donné du process, nous impliquerons les acteurs pour que non seulement ils puissent donner leurs observations, mais aussi qu'ils s'approprient le document afin qu'on puisse avoir un document solide, consensuel, qui permette de franchir le bon qualitatif en termes de règles normatives de notre football et surtout de nous projeter vers une fédération moderne, transparente, mais aussi démocratique qui puisse répondre aux attentes placées en elle par, bien entendu, les acteurs du football, mais l'ensemble du peuple sénégalais. Cette confiance que nous avons aussi des autorités et du peuple sénégalais doit se traduire non seulement dans des résultats sportifs, mais dans une amélioration du management et dans un cadre juridique plus affiné, plus précis et plus en conformité avec les règles modernes de management et de gestion. Voilà, donc c'est tous ces points-là qui ont été abordés et il a été retenu que dans 3 semaines, une autre réunion se tiendra pour aborder d'autres questions et peut-être nous aurons à faire aussi même un nouveau point sur les finances de la fédération pour que, comme on dit, tout le monde soit au même niveau d'information. Et ça, je pense que c'est important aussi. Nous avons aussi, je pense que c'est important de le dire aujourd'hui, procédé à un réaménagement au niveau de la commission des finances parce que pour raison d'indisponibilité en raison de sa charge de travail, donc le président de la commission des finances, donc Abdoulaye Fall, a demandé à pouvoir être déchargé donc du poste de président de la commission des finances. Il reste membre à part entière du comité exécutif, ce que le comité exécutif a accepté. Et donc, jusqu'à ce qu'il y ait les réaménagements des différentes commissions, c'est son vice-président et son rapporteur qui vont diriger cette commission qui sera certainement complétée, ainsi que les autres commissions à la prochaine réunion. Donc, il était important aussi de communiquer sur cela pour que nous puissions aujourd'hui donner toutes les informations nécessaires à l'opinion et surtout c'est l'occasion encore une fois de remercier l'ensemble des supporters, l'ensemble des autorités pour leur accompagnement, leur soutien et qui nous ont permis d'atteindre ces résultats. Et en dernier lieu, rendre hommage à toutes ces personnes qui nous ont quittés. Je ne citerai pas de nom, mais je sais que le dernier, c'est ce supporter patriote engagé qui est donc Momar Ndiaye Drapeau, mais avant lui d'autres ont quitté ce monde. Il est important qu'on puisse leur rendre hommage encore une fois. Les résultats que nous avons aujourd'hui, nous ne l'oublions jamais, sont la résultante certes de notre travail, mais surtout du travail et aussi du travail de ceux qui nous ont précédés ou bien qui ont été nos contemporains et qui nous ont quittés avant l'heure. Nous devons leur rendre cet hommage-là et nous nous inclinons devant leur mémoire. Je vous remercie de votre bienveillante attention.